Salut tout le monde, bienvenue à Blue Chip Prospect pour une autre vidéo slash podcast. Aujourd'hui, on va en faire un petit rapide. Dans le fond, on commence le top 32. On est à peu près 2 semaines du repêchage, donc c'est le temps. Probablement que j'aurais même dû le faire avant. Mais on va parler des mentions honorables. Un autre moment donné, cette semaine, je vais mettre dans le fond du numéro 32 au numéro 17. Et la semaine prochaine, je mettrai en ligne le numéro 16 au numéro 1, qui risque d'être appuyé avec des aides visuelles, probablement mieux que juste un Google Sheet comme ça, avec des joueurs qui sont cachés en arrière d'un bloc noir comme ça. Je sais que c'est cheap, mais c'est juste des mentions honorables. Donc, pour aujourd'hui, ça va être ça. Puis, la raison pourquoi je vais parler de ces mentions honorables-là, dans le fond, c'est que c'est tous des joueurs qui, à un moment ou un autre durant la saison, s'est retrouvé dans ma première ronde, ou des joueurs pour lesquels j'ai considéré qui auraient pu faire partie de la première ronde. Il y en a 2-3 là-dedans qui n'en font pas nécessairement partie ou qui n'ont jamais été dans ma première ronde, mais que je voulais quand même parler un petit peu parce que c'est des joueurs dynamiques. Mais il n'y aura pas de grosses surprises là-dedans. C'est tous des joueurs que vous avez entendu parler probablement avant. Donc, on va commencer ça assez rapidement parce que je ne veux pas faire une vidéo d'1h30 là-dessus. C'est vraiment juste des mentions honorables. Peut-être qu'on s'attardera un petit peu plus sur les joueurs du top 32. Donc, on commence ici en haut. Ah, ça monte sa page tout de suite? OK. On se dit que c'est cheap. OK, le premier en haut, c'est Ryker Lee. Si on clique sur son lien, dans le fond, Ryker Lee, c'est un joueur de centre ou un ailier. Dans le fond, c'est un peu... selon moi, ça va être un ailier au niveau de la Ligue nationale parce que c'est vraiment pas un joueur qui a des détails dans son jeu défensif. C'est aussi pas un joueur qui a un gros coup de patin, mais pas du tout. Pas du tout. Pantoute, dans le fond. Là. Majoritairement, on peut voir, dans le fond, là, les rankings, là, c'est un peu... c'est pas mal tout le monde là dans la deuxième ronde, mais il me semble que j'ai vu quelques personnes qui l'avaient dans la première ronde. Mais je me souviens plus c'est qui. C'est peut-être pas une liste là-dessus. Ben, il y a Double Prospect ici, première ronde. Smart Scouting qui l'ont aussi en première ronde. C'est un joueur à considérer pour la première ronde parce qu'en termes de talent brut, quand on parle de main, quand on parle de tir, quand on parle de vision du jeu, vision de la glace, repérer les joueurs sur la glace pour faire des belles passes, il est définitivement un joueur de première ronde. C'est même un joueur, je dirais, probablement de la première moitié de la première ronde. Il a vraiment beaucoup, beaucoup de talent. C'est un joueur extrêmement talentueux. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts en défense, première des choses. Donc, c'est sûr, si tu es un centre et tu ne mets aucun effort en défense, en partant, ça commence pas bien. Donc, probablement que ça va être un joueur qui va être utilisé à l'aile, qui va, dans le fond, juste appliquer de la pression en haute zone, qui ne va pas nécessairement descendre trop, trop bas. Puis aussi, c'est un joueur qui, comment je pourrais dire, qui... non seulement il ne s'applique pas beaucoup défensivement, mais son coup de patin, il y a beaucoup de travail à faire. Ça s'est amélioré durant l'année, mais même si j'ai vu du monde, je pense, qui ont mis son patin à comme average pour la Ligue nationale, puis on est loin de là. On est quand même très loin de là. Donc, quand on parle d'un joueur qui n'a pas beaucoup de travail, qui ne travaille pas très fort défensivement, puis en plus n'a pas un gros coup de patin, c'est sûr que ce ne sera pas un joueur de centre. Mais ça peut devenir un joueur qui est vraiment bon offensivement. On peut parler, mettons, à un Jason Robertson. C'est un joueur qui avait un coup de patin terrible quand il jouait dans la CHL. Puis finalement, c'est un joueur d'un point par match qui a même atteint 100 points il y a 1 ou 2 saisons. Donc, tu sais, les joueurs qui sont intelligents comme ça, qui ont une vision de jeu incroyable, qui savent où se placer, qui ont un bon tir, qui sont juste des joueurs très intelligents offensivement, ils peuvent atteindre la Ligue nationale, même s'ils n'ont pas nécessairement un gros coup de patin, même si ce n'est pas des gros joueurs en défense. Mais ça risque, comme je dis, je l'ai considéré à cause du niveau de talent, mais c'est pas nécessairement un joueur. Je pense pas que c'est un joueur qui va être pris en première ronde. Je pense qu'il y a un peu trop de risques et il manque un peu trop de détails dans son jeu. Mais tu sais, il y a du temps. C'est un gars qui s'en va à Michigan State l'année prochaine, donc une bonne université. Il va être capable de développer son jeu. Ça regarde bien pour lui. C'est juste que, comme je dis, je l'ai considéré. Je crois pas que c'est un joueur de première ronde, par contre. Si on passe au prochain, et le prochain, ici, on va les mettre ça en blanc. C'est Alexander Jarowski. Puis c'est un peu, dans le fond, c'est un joueur similaire à la Ryker Lee, dans le sens que si on regarde ce joueur-là jouer, c'est un joueur top 20 en termes de skills. Dans le fond, en termes d'attributs, pour bouger la rondelle, pour tirer, même... Je dirais même son coup de patin à Alexander Jarowski est quand même très bien. Le problème, c'est, dans le fond, si on clique dessus, là, c'est un joueur qui est relativement léger, mais encore là, ça c'est les stats qu'on a de la Russie. On ne sait pas si c'est vrai. L'année passée, Ivan Demidov, il était 5 pieds 11, 160 livres, puis il est arrivé au Russian Combine, puis tout à coup, il était presque 6 pieds 1, 190 livres. Donc, on ne sait pas vraiment c'est quoi, s'il est vraiment à 163 livres. C'est dur à dire sur la glace. Il a fini la saison dans la KHL pendant les playoffs.
Évidemment, il n'a pas joué énormément, donc c'est sûr que c'est limité. On ne peut pas savoir exactement qu'est-ce que ça leur a donné dans la KHL. Mais au niveau de la MHL, il a bien fait. Il a fait 50 points en 45 matchs. Mais quand on regarde ce joueur-là jouer, c'est évident que les skills. First, il y a des excellentes mains. Il est capable de vraiment faire manquer le joueur, le joueur qui le défend. Dans le fond, c'est un joueur qui est très, encore une fois, je cherche le mot déceptif. Il y a quelqu'un qui m'a écrit dans les commentaires, puis là, maintenant que j'en ai besoin, je m'en souviens plus. Mais peu importe, dans le fond, c'est un joueur qui est très productif, qui est très bon un coup qui traverse la ligne bleue offensive. Puis il n'y a pas nécessairement un problème de patin. Il patine relativement bien. En termes de grandeur, il est à 6 pieds 1. Le 160 livres, on ne sait pas nécessairement si c'est vrai. Mais je pense que c'est un joueur de deuxième ronde parce qu'il y a un peu trop de risques. Puis en même temps, ses mains, c'est son arme principale. Dans le sens que, oui, il y a une belle vision du jeu, puis oui, il y a un bon tir. Mais c'est évident quand tu regardes le joueur jouer que ses mains, c'est son attribut principal. Puis des fois, ça en prend un peu plus que ça pour arriver au niveau de la nationale parce que c'est le type de joueur qui va jouer dans un top 6 ou qui ne jouera pas, dans le fond. T'sais. Donc, des fois, il faut que tu ailles un peu plus que ça. Puis quand tu regardes des matchs de la MHL en Russie, il y a tellement, tellement, tellement d'espace sur la glace. C'est un peu la même chose que quand tu regardes des matchs le Super Elite G20 en Suède. Là. Il y a tellement d'espace sur la glace, non seulement parce que les structures défensives sont définitivement pas à point, les défenseurs ne sont pas nécessairement d'excellents patineurs qui sont capables de fermer le gap rapidement et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que ça ouvre de l'espace. Certaines arénas, la majorité des arénas de la MHL, ceux qui sont pas en dessous. Y a-t-il des arénas qui sont les arénas de la KHL? Je suis pas trop sûr. Là. Mais tu sais, c'est toutes des arénas, dans le fond, style international, ou en Russie, des fois, même, c'est entre les deux. Là, c'est entre Amérique du Nord et international. Donc, c'est pas nécessairement toujours très structuré, mais c'est simple quand tu regardes le joueur, tu sais. Il n'y a jamais personne à l'intérieur de 5-10 pieds. Fait que Jarowski, il a toujours la rondelle sur son bâton. Il peut faire n'importe quoi avec la rondelle sur son bâton, sauf qu'il n'y a jamais de pression. Qu'est-ce que ça va donner un coup qui va avoir de la pression? Le peu de match ou le peu de temps qu'il joue dans la KHL, ça avait l'air bien. C'est sûr qu'il va avoir un temps d'adaptation. L'année prochaine, il risque de jouer dans le KHL, puis il va justement pouvoir grandir là-dedans, puis apprendre à jouer avec beaucoup plus de pression. Des hommes qui, dans le fond, qui vont essayer de le frapper, même si c'est pas la ligue la plus violente ou la plus physique. Ça va être beaucoup plus difficile pour lui. Les joueurs sont plus rapides, sont plus gros, sont plus forts. Il faut qu'il gagne ses batailles le long de la rampe. Ça sera pas facile. Puis il n'y aura pas l'espace qu'il y a en MHL. Fait, moi, c'est ça que je veux voir. Je l'ai considéré pour ma première ronde parce que le talent est vraiment, vraiment évident. Tu peux pas regarder un match d'Alexander Jarowski et tu sors de là, ah non, le gars, je suis pas sûr qu'il y a du talent. C'est sûr qu'il y a du talent. Mais est-ce qu'il va être capable de l'appliquer un coup qui aura plus d'espace? Parce que dans la Ligue nationale, le but numéro 1 de chaque joueur est de fermer l'espace avec intensité. Si toute ta vie t'as joué et tu avais une tonne d'espace, des fois, ça peut être un problème. Donc, c'est une des raisons. On peut voir aussi même dans le ranking, le Smatsk en ligne, le numéro 21. Je pense que j'ai écouté le podcast de, comment ça s'appelle déjà, Processus. Après, quelqu'un m'a commenté justement là, que Cooper Simpson était dans le top 20 de Snake, dans le fond. Après, j'en avais parlé la semaine passée ou il y a 2 semaines. Puis j'étais assez surpris de voir que Cooper Simpson était le numéro 12, mais écoute, c'est pas impossible qu'il finisse là. Jarowski, je pense qu'il était dans son top 20 aussi. Puis on peut le voir aussi à Smart Scanning aussi là, dans le top 20. Je pense que c'est relativement haut parce que c'est un joueur qui vient avec un certain risque. C'est un joueur qu'on n'a aucune idée de ce que ça va donner. Un coup qui va avoir des joueurs plus gros, des joueurs plus vides, des joueurs plus forts, qui vont avoir moins d'espace en avant de lui. Qu'est-ce que ça va donner? C'est vraiment, là, c'est de la projection à 100% parce qu'on ne l'a jamais vraiment vu dans cet environnement-là. Donc, c'est vraiment dur de projeter ce joueur-là au niveau de la Ligue nationale. Mais écoute, il y en a qui le font. Mais selon moi, joueur de deuxième ronde, proche de la première ronde, je pense qu'en termes de talent, définitivement comme top 20 dans le repêchage. Mais pense pas qu'il va sortir en première ronde. Je serais quand même relativement surpris. Si on passe au prochain, on s'en va ici, on met ça blanc. Et le prochain, c'est Ivan Ryabkin, donc un autre Russe, mais lui qui joue en Amérique du Nord, ou du moins qui est rendu en Amérique du Nord. Ivan Ryabkin, dans le fond, là, j'ai vu la comparaison de Elite Prospect qu'ils ont faite dans leur... dans ça ici, là. Premièrement, ça vaut la peine de prendre Elite Prospect si jamais vous voulez avoir accès à ça ici, là, de payer, je me souviens pas c'est quoi le montant par mois, je le paye par année, j'ai aucune idée, je m'en souviens pas. Mais
de payer pour avoir ça, plus avoir les filtres des prospects, ça vaut vraiment la peine. Puis une des choses que j'ai aimé, c'est la comparaison de Ivan Ryabkin. C'était Ridley Gregg à Ottawa. Puis je trouve tellement que ça fait du sens parce que Ridley Gregg, c'est pas nécessairement le joueur le plus offensif, mais c'est un joueur qui a un certain talent. Mais c'est un gars qui a un moteur comme infini, puis qui est fatigant, puis qui frappe, puis il est toujours en train d'essayer de trouver des façons d'avoir un avantage, de te faire perdre des pédales un petit peu. Ben, Ivan Ryabkin, c'est un peu ça. Je pense qu'il y a probablement plus de talent naturel. Il y a probablement aussi un meilleur tir. Je ne sais pas si le côté hockey IQ est aussi bon ou s'il est niveau Ligue nationale. Des fois, c'est dur à dire parce qu'il y a eu quand même une saison respectable avec 30 points, 27 points, 30 points en 27 matchs dans la USHL avec Muskegon. Ce qui est bien. Puis, tu sais, c'est un joueur qui est quand même relativement comme trapu là, de la façon qu'il est build. Là. Il fait comme 210 livres à 5 pieds 11. C'est un Suzuki, dans le fond. Fait que, tu sais, c'est un gars qui est solide, c'est un gars qui frappe vraiment fort, c'est un gars qui a vraiment pas peur d'aller dans le trafic. Il fait beaucoup, beaucoup de bonnes choses, mais le patin laisse à désirer. Puis pas juste le patin, mais le pace avec la rondelle, la vitesse à laquelle il prend ses décisions, comment il essaie toujours de ralentir le jeu. Il est rendu beaucoup plus un scoreur aussi qu'un joueur, dans le fond, là, qu'un playmaker. Ce qui était un peu comme le contraire avant. Fait que, tu sais, où est-ce qu'il s'en va, Ivan Ryabkin? C'est un peu difficile à voir, mais c'est un joueur, sur moi, qui a un talent NHL, définitivement. Ses mains, son tir, c'est tout un talent qui se projette bien au niveau de la Ligue nationale. Il y a plusieurs personnes qui l'ont aussi dans leur top 32. On peut voir ici là, 25, 29, 29, 29, 35, 27. 4. Moi, je pense pas que lui ait été updaté parce que je pense pas qu'Ivan Ryabkin soit numéro 4 pour Chris Peters. Je serais vraiment surpris. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui l'ont dans la deuxième ronde, incluant Elite Prospect qui l'a 52e. Je suis pas sûr que j'irais aussi bas que ça parce que s'il devient un genre de Ridley Gregg, c'est un joueur première ronde, début deuxième ronde, admettons. Fin première ronde, début deuxième ronde. Puis je pense que c'est un peu ce qu'il a le potentiel de devenir. Si tout va bien, il pourrait donner une petite affaire de plus. Moi, je pense pas qu'il y a un potentiel de vraiment comme un top 6 dynamique. Je pense qu'on peut oublier ça. Mais ça peut devenir un joueur fatigant dans la Ligue nationale, qui frappe fort, puis qui est capable aussi d'amener de l'offense parce qu'il a des bonnes mains et un bon tir. Donc, un joueur que j'ai considéré, mais un joueur que j'ai fini par ne pas mettre dans le top 32. On passe au prochain. On met ça en blanc. Oh, Milton Gastrin, un joueur qui, je pense, majoritairement se retrouve dans la première ronde de tout le monde. Si je ne me trompe pas, on va aller voir ça. Donc, il se retrouve dans la première ronde de pas mal tout le monde. Il est 26e consolidated ranking, mais 27e, 25e, 32e, 30e. Il se retrouve là pas mal. C'est un joueur qui a un bon patin. C'est un joueur qui est vraiment. Comment je pourrais dire? C'est un genre de Owen Beck ou un genre de Oliver Kapanen, dans le fond. Si on veut faire ça simple, c'est probablement ça qui va devenir au niveau de la Ligue nationale si les joueurs, dans le fond, comme Owen Beck et Oliver Kapanen se rendent au niveau de la Ligue nationale, évidemment. Des joueurs de bottom six, je pense pas vraiment que c'est des joueurs qui ont le potentiel top 6, même de façon complémentaire. Tu mets Owen Beck sur une deuxième ligne, c'est plus une deuxième ligne. Donc, je pense que c'est un peu la même chose avec Milton Gastrin, mais un joueur qui va amener, dans le fond, un certain gabarit, qui va amener une certaine intensité aussi, parce que c'est un gars qui travaille fort, il est bon défensivement. Donc, tu sais, le type de joueur que tu as besoin dans ton alignement, mais le type de joueur que tu as besoin dans ton bottom six. Mettons, sur ta troisième ligne ou sur ta quatrième ligne, quelque chose comme ça. Je pense que c'est pas mal là que Milton Gastrin se dirige. Comme je disais, comme un Oliver Kapanen ou un Owen Beck, ça ressemble pas mal à ça. Là. C'est un gars qui a quand même un relativement bon tir. Il a une bonne vision de jeu, mais en termes de production, il a fini avec 42 points en 40 matchs dans la J20 en Suède. C'est bon, mais c'est pas à tout casser là, comme production. Fait que c'est ça. Personnellement, je l'ai plus en première ronde. Je l'ai eu en première ronde pendant presque toute l'année, mais il a descendu toute l'année. Puis à la fin de l'année, je me suis dit qu'il y en avait que je préférais. Donc, je ne l'ai pas mis. On passe au prochain. Ici, on met ça en blanc. Encore. Et j'ai Jakub Wozniak. Un joueur, dans le fond, complètement différent. Dans le fond, Milton Gastrin, c'est un joueur qui est très. Qui a beaucoup de détails dans son jeu défensif. Jakub Wozniak, lui, il est pas mal tout offense, dans le fond. Puis il est tout offense quand il a la rondelle sur son bâton. S'il n'y a pas la rondelle sur son bâton, c'est comme il devient un peu perdu. Sauf qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'habilités. Il
il y a certains matchs cette année que j'ai regardés qui sont très bons. Il a fait une bonne production, là, 57 points en 40 matchs dans la même ligue, dans le fond, que Milton Gastrin. Si on regarde Milton Gastrin, j'avais dit que c'était quoi déjà? C'était 42 en 40. Donc, Jacob Eljwasniak qui est quand même une solide production. Là, on parle de 57 en 40, donc c'est quand même très bien. Internationalement, il a fait 7 points, dont 5 buts en 7 matchs au U18. Puis il n'a pas juste fait ça, il a été très, très bon au U18, à mon avis. C'est un des joueurs qui sortait le plus souvent du lot. Il transportait bien la rondelle, il avait des bonnes mains, une bonne vision, il faisait des belles passes. C'est un gars qui a un très bon tir aussi, il a un certain gabarit à 6 pieds 2. Je pensais qu'il était comme 6 pieds 3, mais je pense qu'il est rendu 6 pieds 2. Il n'a pas rapetissé, mais je pense que les mesures finales, dans le fond du combine, c'était ça, 6 pieds 2, un quart, 6 pieds 2 et demi, un enfant de même. C'est un joueur de... Je sais pas, c'est un joueur, dans le fond, de talent. C'est pas le type de gars qui va t'en donner beaucoup. Il va donner beaucoup de travail en défensive ou qui va donner beaucoup de travail côté physique le long des rampes ou dans le coin de la patinoire. C'est pas un joueur qui va forechecker en malade, dans le fond, qui va appliquer de la pression sur la défense pour essayer de créer des erreurs. C'est pas vraiment ce type de joueur-là. C'est un joueur qui est très bon avec la rondelle sur son bâton, qui doit développer un jeu sans la rondelle, qui doit être plus... focus dans le fond. Puis je parlais justement avec le gars que je fais un podcast en anglais qui lui a parlé avec Jacob Eljwasniak, puis il disait comme quoi toutes les équipes de la Ligue nationale qui ont parlé, ils lui ont tout dit qu'il faut qu'il travaille sur son focus sans la rondelle. Puis c'est assez évident quand on le regarde dans le fond, là. Puis c'est vraiment ça, dans le fond. C'est un joueur qui est un coup qu'il a la rondelle, il a les yeux allumés, il est prêt, il va faire tout ce qu'il a à faire pour amener la rondelle vers le filet puis créer des chances. Mais quand il n'y a plus la rondelle, que ce soit défensivement ou même offensivement, il devient un petit peu plus perdu. Il a la misère à lire le jeu, savoir où se placer dans la zone offensive. Donc ça devient un peu plus compliqué. Fait que il y a du travail à faire de ce côté-là, mais les habilités sont vraiment bonnes. Puis c'est un joueur, comme je dis, que moi j'ai eu dans ma première ronde. Comme pendant un mois ou deux, il a toujours été vers la fin de ma première ronde. Puis là, je me suis dit, finalement, je l'ai sorti pour des joueurs peut-être un peu plus sûrs ou juste de types différents. Mais c'est définitivement un joueur que, tu te ramasses un gars comme un Jacob Eljwasniak en deuxième ronde, quand même, tu as bien fait. Parce que tu te ramasses avec un joueur qui a un certain potentiel top 6 pour la Ligue nationale. Donc, top 9, top 6. Top 6, il faudrait que tout aille très bien, mais on ne sait jamais. Si on passe au prochain, comme ça... C'est un instant. Jack Murtagh, un autre joueur qui est dans la première ronde de bien des gens. Un joueur qui a un certain gabarit à 6 pieds 1, 198. Il joue le centre. Left wing, je ne l'ai pas vu souvent au left wing, j'ai vu beaucoup plus au centre. Mais c'est un joueur qui a comme. Il n'a jamais été très, très haut dans ma liste. Il s'est rendu, admettons, comme je pense, 23e, 22e. Mais majoritairement, il était plus bas que ça. Puis c'est une raison, c'est aussi une question de. Il y a beaucoup d'attributs pour jouer dans la Ligue nationale. Je pense que c'est un joueur qui va jouer dans la Ligue nationale, mais c'est un joueur qui n'est pas nécessairement constant dans l'effort qu'il donne. Donc, même s'il y a un très bon tir, même s'il y a un excellent coup de patin, c'est un gars qui est beaucoup plus nord-sud que est-ouest, dans le fond. Là. Il ne va pas nécessairement essayer de briser une défense en bougeant est-ouest dans la zone offensive, mais il est capable de prendre de la vitesse en transition, en zone neutre, rentrer dans la zone avec la vitesse puis baisser l'épaule puis essayer de rentrer au filet. C'est juste qu'il ne le fait pas avec constance. Donc, si tu ne le fais pas avec constance dans la USHL ou dans le NTDP, ça se peut que ce soit encore plus compliqué quand ça va dans la NCAA, puis encore plus compliqué après ça en Ligue américaine, puis encore plus compliqué dans la Ligue nationale. Donc, tu sais, à un moment donné, c'est parce que les avantages que tu as au niveau de la USHL seront plus autant des avantages quand tu vas être rendu dans la AHL ou dans la LNH. Donc, ça devient des problèmes, puis si c'est pas quelque chose que tu fais match après match, si tu fais juste le faire une fois de temps en temps, je pense que ça. J'ai un petit peu de misère comme à le projeter. Je suis presque sûr que Jack Murtagh va jouer dans la Ligue nationale, mais à quel niveau qu'il va jouer, je ne sais pas. Est-ce que c'est un joueur de quatrième ligne? Ça se peut très bien. Est-ce que c'est un joueur de troisième ligne? C'est possible aussi. Mais ça se peut très bien que ce soit juste quatrième ligne aussi. Donc, ça reste à voir. Il y a encore beaucoup de temps en avant de lui. C'est un joueur qui est quand même jeune, on s'entend. Là, il est né en août, le 22 août 2027. Donc, un joueur qui est très jeune pour le repêchage. Il est en première ronde presque partout, dans le fond, là, sauf quelques listes là, ici et là. Mais il est souvent vers la fin de la première ronde. Elite Prospect, le 29. Le Consolidated, dans le fond, il est à 29. Donc, si tu le prends 35 ou tu le prends 29, il n'y a pas une grosse différence là, entre la première ronde et le début de la deuxième ronde. Donc, un joueur que j'ai considéré, mais que j'ai fini par ne pas mettre
On passe au prochain. Et le prochain, c'est, surprise, Nathan Bem. Nathan Bem, un joueur beaucoup plus du style à Jacob Wozniak et beaucoup moins du style à, mettons, un Milton Gastrin ou quelque chose comme ça. Un joueur dynamique offensif, quand même. Là, en termes de production, ça a été très bien. Ben, très bien. 66 points en 59 matchs dans la WHL, incluant 31 buts. Puis c'est d'ailleurs sa plus grande force, c'est pas mal ça, c'est son tir, puis ses mains. Dans le fond, il est juste c'est un gars qui a des bonnes mains. Il a un excellent tir. Il est quand même pesant. On parle d'un gars de 200 livres, 6 pieds 2. Très offensif. Je pense qu'il y a du travail à faire pour les détails défensifs. Il y a du travail à faire pour le forecheck. Il y a du travail à faire pour à plein de niveaux dans son jeu. Mais c'est un joueur qui devrait être capable d'en donner offensivement au niveau de la Ligue nationale. Il y a vraiment les atouts pour. Mais on peut voir dans le ranking, le monde aussi, il se pose des questions en général parce qu'il est très souvent dans la quarantaine. Tu sais, ici, McKinsey Hockey 94. Je ne sais pas comment on trouve 94 joueurs meilleurs que Nathan Bem cette année. Mais eux autres, ils l'ont là. Fait que c'est ça qui est ça. Mais tu sais, on voit là, très souvent dans la quarantaine. Donc, le Consolidated est à 44. Puis je pense que ça fait du sens, mais c'est aussi un joueur qui a les atouts pour être un joueur de première ronde. Si on parle d'un Riker Lee, mettons tantôt, qui a dit son talent est définitivement un talent de première ronde, mais est-ce que c'est un joueur de première ronde? La réponse était non. C'est un peu la même chose avec Nathan Bem. Il n'est pas encore un joueur de première ronde, mais c'est définitivement un gars qui a le talent d'un joueur de première ronde. Donc, ça reste d'avoir, dans le fond, comment il va grandir, comment il va devenir meilleur l'année prochaine. Est-ce qu'il va s'appliquer plus côté défensif? Est-ce qu'il va travailler un peu sur son patin? Est-ce qu'il va devenir plus complet en termes de joueur? Parce que tu peux pas juste tirer des pucks au net dans la Ligue nationale. Il faut que tu sois capable de faire quelque chose d'autre. Surtout quand la rondelle ne rentre pas, il faut que tu aies un B-game que tu peux faire. Il faut que tu aies une certaine utilité sur la glace. Tu peux pas être Patrick Laine. Si t'as pas le talent de Patrick Laine pour mettre des buts à chaque fois que tu fais un one-timer, faut que tu sois quelque chose d'autre. Il y en a un dans la Ligue nationale, un Patrick Laine, puis c'est ça. Fait qu'il y en aura pas d'autres, je pense. Fait que c'est ça. Dans le fond, un bon joueur. Un joueur, dans le fond, comme je dis, qui a des talents première ronde, mais qui n'est pas première ronde en termes de talent overall. Fait que, on passe au prochain. On met ça blanc. D'accord. Et c'est Mason West, le joueur de 6 pieds 6. Qui est un centre, un centre allié, dans le fond, il joue les deux. 6 pieds 6, 218 livres, ça commence bien. C'est un gars qui est né en août, il a 17 ans. Il a joué dans la USHL puis dans les high school, dans le fond. Là. Fait qu'il a eu une bonne production dans les high school. Puis quand il est rentré en USHL, il a fait 9 points en 10 matchs. Il y a quand même une certaine adaptation. C'est pas nécessairement toujours facile là, de passer du high school à la USHL. Fait que c'est quand même bien. C'est évident quand on regarde qu'il y a du talent, il y a des bonnes mains, il y a une bonne vision du jeu, il y a un bon patin, surtout pour son gabarit. Je l'ai considéré pour la première ronde, mais je pense pas vraiment que ce soit un joueur de première ronde. C'est un peu comme, je me souviens jamais c'est quoi son nom là, à chaque fois que j'essaie d'en parler de lui, mais le joueur que Boston a pris l'année passée. On va aller voir ça tout de suite dans le fond. Là, on va aller dans All Draft 2024. On va aller voir Boston. Le joueur qu'ils ont pris, Dean Letourneau, dans le fond, c'était un peu le même scénario l'année passée. Un joueur de 6 pieds 7, 214 livres. Puis on peut voir ici, dans le fond, il avait joué dans les collèges, dans le fond, dans le high school plutôt. Puis après ça, il est rentré dans la USHL, mais pas beaucoup. Puis là, il avait fait 0 points en 2 matchs. Mais c'était pas un joueur qui était vu première ronde par la majorité du monde. C'est début deuxième ronde, mettons, mais Boston a décidé de le prendre en première ronde au 25e rang. Qui n'était pas un bon choix, selon moi. Mais peu importe, ils font bien ce qu'ils veulent. C'est ça. Fait que dans le fond, Mason West, il a définitivement, selon moi, plus de talent que les tourneaux. Mais c'est aussi un joueur qui a un peu plus de risque, dans le sens que c'est aussi un joueur de football. Il a décidé de jouer au hockey. Sauf que, de ce que j'ai compris, il va jouer une autre année de football, ou il va finir une année de football, dans le fond, là, à Edina High. Fait que, s'il finit une année de football, puis ça va très bien, puis finalement, il se retrouve avec des offres des grosses équipes de la NCAA, ben là, il peut changer son fusil d'épaule. Il peut décider que finalement, ce ne sera plus la Ligue nationale, mais ça va être la NFL qui va y aller pour. Il y a beaucoup d'argent dans la NCAA à faire pour les joueurs de football, beaucoup plus que pour les joueurs de hockey. Donc, c'est vraiment pas impossible que lui, même s'il a décidé d'y aller pour le hockey,
Mais il a aussi décidé de finir son année de football. Donc, s'il finit son année de football, puis finalement, il se ramasse avec des grosses offres de grosses écoles, ça peut tout changer. Mais ça dépend de la saison qu'il va avoir ou comment ça va finir. Donc, tu sais, il y a quand même un point d'interrogation là-dedans. Il a choisi le hockey, mais on n'est pas sûr encore qu'il va jouer au hockey. Donc, c'est ça. Mais ça reste un joueur, dans le fond, si on prend tout en compte, le gabarit, le talent, c'est un joueur qui s'approche de la première ronde, mais je ne suis pas sûr qu'il est tout à fait un joueur de première ronde encore. Il y a quand même un certain travail à faire. Donc, c'est ça, un joueur que j'ai considéré, même que j'ai eu dans ma première ronde pendant une couple de semaines, mais que finalement, j'ai juste descendu. Et le prochain, c'est Sacha Boumedienne, un joueur que, dans le fond, je n'ai pas aimé presque toute la saison, mais que j'ai aimé au U18. Puis d'ailleurs, je pense qu'il a même brisé un record. Je ne suis pas trop sûr c'est quoi le record, là. Mais je pense que c'est le nombre de points pour un défenseur suédois ou quelque chose comme ça. Mais dans le U18, ça se voit ici, là, 14 points en 7 matchs. Il a été excellent. Puis Sacha Boumedienne, c'est un peu un joueur à la Philippe Broberg, dans le fond, là, qui était à Edmonton, qui est rendu à Saint-Louis. C'est un joueur qui a un excellent coup de patin, mais vraiment, vraiment très fluide, là. Très, très beau à voir. Il a un certain gabarit à 6 pieds 2, un peu comme Broberg. Broberg, je pense qu'il était 6 pieds 3 par contre, mais même type de joueur. Tu sais, ici, c'est écrit joueur offensif, spécialiste power play. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais en même temps, tu sais, c'est pas impossible qu'il développe une certaine game offensive. Il a fait 3 points en 40 matchs dans la NCAA dans sa première année. Fait que c'est quand même relativement bien. C'est pas l'année à laquelle on s'attendait, un peu comme Logan Hensler. Dans le fond, tout le monde s'attendait un petit peu plus. C'est pas arrivé. Sauf que c'est un joueur, dans le fond, avec le gabarit, il y a du travail à faire en termes de défense, mais il est capable de bouger la rondelle. Il a une bonne première passe. À quel point il va amener de l'offense au niveau de la Ligue nationale, ça, je pense que c'est quand même une bonne question à se poser. Mais c'est ça. Fait que Sacha Boumedienne, un joueur que j'ai considéré, mais que j'ai vraiment considéré en fin d'année. Pas un gars que je me suis dit que toute l'année, je me suis débattu s'il allait être dans ma première ronde ou pas. C'est vraiment juste vers la fin de l'année, puis surtout pendant le U18, dans le fond. Là. Puis on peut voir aussi, il y en a plein qui ont Bob McKenzie, 24, Craig Button, 28, Ferrari, 27. Fait que, il a monté haut dans plusieurs listes. Je suis pas mal sûr qu'il n'y a pas beaucoup de ces gens-là qui l'avaient dans leur première ronde avant le U18. Donc, tu sais, moi, à mon avis, dans le U18, il faut que t'en prennes puis t'en laisses. Il y a des joueurs, des fois, qui en ressortent que c'est pas. Ça ne veut pas dire que ça a des joueurs à la Ligue nationale. Je pense que le 40 matchs dans la NCAA en dit plus que le 7 matchs dans le U18. C'est un peu la même chose avec Philippe Ekberg. Il a fait très bien là, au niveau de la Suède aussi. Là, on va voir ses stats. Hein. C'est où? Ici. Suède, U18. Mon Dieu, je suis perdu. Philippe Ekberg, ça, 18 points en 7 matchs, incluant 10 buts. Il a très bien fait, mais dans la OHL, ça n'a pas super bien été. Donc, est-ce que c'est parce qu'il est limité en OHL? Est-ce que c'est vraiment ça son niveau de talent? Je ne sais pas, c'est dur à dire, mais en même temps, j'aime mieux me fier à une saison complète, soit dans la NCAA ou dans la OHL, qu'à 7 matchs dans un tournoi international. Donc, ça reste à voir, mais c'est pas un mauvais joueur pour autant, mais je l'ai considéré juste vers la fin de la saison, puis finalement, je ne sais même pas s'il est déjà rentré dans ma première ronde. On passe au prochain. Et le prochain, c'est Joshua Ravensbergen. Définitivement un joueur qui a le côté athlétique pour être un gardien de première ronde. C'est juste que j'ai décidé de ne pas mettre de gardien de première ronde. C'est pas comme si Joshua Ravensbergen, tu regardes et tu te dis que c'est une future vedette ou c'est un futur starter sûr à 100%. C'est pas... quand je pourrais dire... Il sort pas du lot comme Carey Price sortait du lot, admettons. C'est pas tout à fait la même chose. Fait que oui, je comprends l'attrait d'un joueur de 6 pieds 4, 6 pieds 5. Je suis pas trop sûr comment il a mesuré au Combine. Qui a quand même un niveau athlétique qui est très bien, qui bouge rapidement, qui est un bon patineur pour un gardien. Il y a beaucoup d'atouts pour lui, mais ça n'a pas toujours très bien été au niveau de la CHL. Donc, ça reste à voir comment il va évoluer avec les années. Ça se peut très bien que ça aille bien, ça se peut très bien que ça aille moyen aussi. Donc, j'ai décidé de juste pas mettre de gardien dans ma première ronde parce qu'il n'y en a aucun qui sortait vraiment du lot, à mon avis. Donc, on passe au prochain. Et le prochain, ça va être Jack. ça va être Henry Broustevics. Un défenseur qui est sorti de ma première ronde, que j'ai eu en première ronde presque toute l'année.
Surtout, en tout cas, dans la deuxième moitié. La première moitié, je ne suis plus trop sûr, mais toute la deuxième moitié de l'année, je l'avais dans ma première ronde. C'est un joueur qui a joué de moins en moins de temps, plus qu'on avançait dans les séries aussi, donc c'est sûr que ça me tape un peu ses nerfs quand on s'entend, il jouait pour les London Knights, qui est probablement comme l'équipe la mieux coachée en dehors de la Ligue nationale, qui est pas loin de là. Donc, quand tu perds du temps de jeu, c'est pas généralement un bon signe. C'est un gars c'est un gars qui peut être physique, c'est un gars qui peut patiner bien, c'est un gars qui peut bien défendre, c'est un gars qui peut bien bouger la rondelle, mais c'est pas quelqu'un qui le fait avec constance. Donc, des fois, il est très bon avec la rondelle, des fois, c'est moyen, il prend trop de risques, il crée des turnovers, puis il perd la rondelle, puis dans le fond, il se fait. Pas nécessairement il se fait scorer contre, mais ça crée des chances contre lui. Ou, autant que des fois, il est capable de faire des belles lectures. Mais c'est un de mes problèmes. J'ai l'impression que des fois, les lectures sont pas assez rapides. S'il ramasse la rondelle en arrière du filet, si l'option 1 quand je pourrais dire, dans le fond, l'option 1 est pas possible, des fois, il va l'envoyer à l'option 1 pareil. Quand tu pourrais juste, on lit de droite à gauche, admettons, là, puis là, tu t'en vas au milieu, puis là, tu regardes, OK, option B, es-tu ouverte? Non, est fermée? OK, on s'en va à option 3. Ben, tu sais, t'es supposé capable de faire ça comme en pas trop de temps. Tu n'es pas supposé prendre 10 secondes par option parce que sinon, c'est sûr que le forecheck va régler ça assez vite. Mais c'est ça. Dans le fond, des fois, ça va bien, mais des fois, j'ai l'impression que la lecture du jeu, quand il est en arrière du jeu, est trop lente. Il y a de la misère à prendre des décisions rapides quand il lit ses options de jeu, dans le fond. Fait que, c'est ça. Je l'ai eu en première ronde longtemps, mais plus que ça a avancé, puis plus qu'il a reculé, puis plus que finalement, je l'ai mis en deuxième ronde. C'est pas nécessairement un mauvais bet. Par contre, si on parle d'un joueur qui a eu 42 points en 67 matchs, bon tir, bon patin, bon gabarit, 106 pieds 1, 194 livres. La majorité du monde l'ont dans la deuxième ronde, quand on regarde ça ici. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont en première ronde, puis je pense que c'est normal. En fond, c'est ça. Il y a du travail à faire. Si on passe au prochain, on s'en va ici. C'est en blanc encore. Et c'est Cole McKinney. Puis là, il en reste 4 autres après Cole McKinney. Cole McKinney, c'est un joueur qui, des fois, avait l'air du meilleur joueur du programme américain. Puis des fois, il avait l'air d'un joueur qui avait absolument aucun impact. Donc, je peux pas dire aucun impact, mais aucun impact offensif. Il est très bon. Il y a beaucoup de détails dans son jeu défensif. Il n'a pas peur non plus d'être physique sur les joueurs qui ont la rondelle. C'est vraiment, tu sais, il amène beaucoup sans la rondelle, mais avec la rondelle, des fois, c'est quand même assez moyen. Il y a des matchs que ça va bien, il est capable de manipuler la défense, il est capable de faire des belles passes, faire un bon tir de l'enclave, mais il y a aussi des matchs où il fait absolument rien offensivement. Puis des fois, on se demande, est-ce que c'est le US NTDP cette année qui est comme ça? Ou c'est les joueurs? Parce qu'on parle quand même, il y a 3 joueurs qui sont comme des joueurs qui pourraient être dans la première ronde. On parle de Cole McKinney, Jack Murtagh, il y a aussi William Moore. 3 joueurs qui ont un certain niveau de talent. Les 3 joueurs jouent dans le US NTDP. Puis les 3 joueurs, ça a été très moyen cette année. Donc, c'est dur à dire. Peut-être que c'est vraiment le programme parce que c'est tous des joueurs qui, selon moi, flash mieux que qu'est-ce qu'ils ont produit. Donc, c'est dur à dire, mais parce que pour ce qui est de McKinney, Consolidated Rank, 34e, on peut voir, en fond, la majorité du monde, là, ici, 51, 38, 57, il y en a qui l'ont à 26, 34, 20, 34. Fait, tu sais, il y en a qui l'ont dans leur première ronde, il y en a qui l'aiment beaucoup, comme FC Hockey, qui l'ont au numéro 20. Mais je pense que dans la quarantaine, c'est la place que, généralement, je pense que c'est correct. C'est un gars de 6 pieds, 201 livres, c'est un centre qui devrait probablement être au centre, mais c'est un gars de bottom six. Je pense pas qu'il flash assez d'offense, assez d'intelligence offensive pour être capable d'être un joueur de top 6. Donc, on passe au prochain encore une fois et on fait ça. Look, je sais pas ça fait combien de temps j'enregistre, mais j'essaie de faire ça le plus vite possible. Daniil Prokhorov, un joueur assez intriguant, un joueur qui est non seulement qui a un tir foudroyant, mais aussi lui aussi il est foudroyant dans le sens qu'il frappe tout ce qui bouge, puis il frappe très fort. Malgré que c'est un gars de 6 pieds 6, ou je pense qu'il a mesuré à 6 pieds 5 au combine, il frappe très fort, mais Brady Martin frappe encore plus fort, ce qui est quand même fou quand tu y penses, parce que c'est un gars de 6 pieds. Mais il n'y a pas le tir de Prokhorov, par contre, parce que Prokhorov est quand même tout un tir. Si on regardait juste l'atout de
faire un tir avec la rondelle sur son bâton, je pense que Prokhorov, il est probablement dans le top 10 du repêchage. C'est vraiment un très bon tir, en plus d'être violent. Il patine correct. C'est pas un gars qui a une intelligence de hockey, mais c'est un gars qui va être capable de se positionner en avant du filet. Ou proche de l'enclave, puis faire des tirs de là, recevoir des rondelles, créer du chaos dans le fond dans l'enclave pour pouvoir faire des ouvertures. C'est un gars qui va frapper, c'est un gars qui va déranger au niveau de la Ligue nationale. Est-ce que c'est un gars de top 6? Les chances sont très faibles. C'est quand même très faible. Quand on prend le patin plus le niveau comme hockey sense, là, trouver l'espace sur la glace, avoir une vision de ce qui se passe en avant de toi pour trouver les joueurs, repérer les joueurs à qui faire une passe, c'est pas là encore. Puis ça va-tu être là éventuellement, je sais pas. Mais même les stats, là, on parle de 27 points, incluant 20 buts en 43 matchs dans la MHL. Donc, c'est pas beaucoup. Mettons qu'on compare ça avec Jarowski. C'est sûr que Jarowski, il jouait dans une division de la MHL qui est terrible là, en termes de en termes de qualité de jeu. Là, c'est vraiment terrible, terrible. Mais 27 points en 43 matchs pour Prokhorov, c'est quand même. C'est pas énorme. Est-ce qu'on a un Daniel Booth avec Prokhorov? Je penserais pas. Daniel Booth, il avait la meilleure. Je ne sais pas c'est quoi ses stats, par contre. On va aller quand même voir. Daniel Booth. C'est ça. Daniel Booth, dans son année de repêchage, c'était 2023, c'est ça? Fait que 2023, c'est ça. Lui, il avait 26 points en 26 matchs. Donc, il était 1 point par match au niveau de la MHL. Puis, même type de gabarit, là, 6 pieds 6, 216 livres. Fait que, tu sais, Daniel Prokhorov, il a le même gabarit, mais je pense pas qu'il a la même intelligence hockey. Je pense pas qu'il a la même vision du jeu. Donc, je serais très surpris qu'il devienne le même type de joueur. Mais ça va être un joueur qui va quand même être fatiguant à jouer parce qu'il frappe vraiment fort, plus il y a un certain niveau d'offense dans son jeu. Et voilà. Prochain. Mets ça blanc. Et c'est Cameron Schmidt. Dans le fond, les 3 prochains, on va les révéler. Non, ici, mets ça blanc. Comme ça. Ça aussi, on met ça blanc. Et voilà. Donc, les 3 prochains, c'est les 3 petits joueurs du repêchage. Il n'y a pas grand monde qui ont Alan Benak ou LG Money dans leur première ronde. Je pense qu'il n'y en a même pas un, dans le fond. J'en ai aucune idée. Mais je sais qu'il y a du monde qui ont Cameron Schmidt dans leur première ronde pour de bonnes raisons. Parce que Cameron Schmidt, en termes de talent, c'est simple. C'est un gars du top 16 du repêchage. C'est clair. C'est probablement. Si c'est pas le meilleur patineur, c'est un des meilleurs patineurs. Je pense personnellement, j'aime un peu plus Colin Potter en termes de patineur, mais n'empêche que c'est un joueur très dynamique avec ses pieds. C'est aussi un gars qui a, encore, si on prend juste le tir, pas nécessairement les habiletés de marqueur, mais juste le tir, c'est probablement un des meilleurs tirs du repêchage. On peut voir que son rang, dans le fond, consolidated, c'est le numéro 28. Il y a du monde, beaucoup de personnes qui l'ont en première ronde, certains qui l'ont en deuxième ronde. Moi, je vais l'avoir en deuxième ronde parce que c'est un joueur qui représente un certain risque. C'est un joueur qui, selon moi, n'a pas les mêmes habiletés de scoreur qu'un, mettons, un DeBrincat ou un joueur comme Cole Caulfield. C'est un joueur qui, selon moi, est probablement plus proche d'un Logan Stankoven. En termes de jeu aussi, il y a beaucoup plus comme cette intensité-là de Logan Stankoven. Fait que ça se peut qu'il y a des équipes qui regardent Logan Stankoven et qui disent si on peut avoir ça, on va le prendre tout de suite dans la vingtaine. Je peux comprendre. Parce que le talent est là, l'intensité est là, le patin est là, le tir est là. Il y a beaucoup, beaucoup d'atouts pour lui, mais ça reste un joueur de 5 pieds 7, 157 livres. Ou je pense qu'il a comme pesé 160 livres, une affaire comme ça, ou comme même. Fait que, on est loin d'un joueur de la Ligue nationale. Des joueurs de 5 pieds 7, il y en a, je pense, 3 dans la Ligue nationale. Puis on parle de DeBrincat, Caulfield, puis Stankoven. DeBrincat puis Caulfield avaient des stats incroyables. Caulfield, il a brisé des records. Puis Logan Stankoven, je me souviens bien, il n'a pas joué énormément dans son année de repêchage, mais il avait quand même des bonnes stats. Je pense. OK, on va aller voir. Je ne veux pas dire quelque chose qui n'est pas vrai. Je vais aller écrire Daniel Booth encore. On dit Logan Stankoven. Et voilà. Logan Stankoven, deuxième ronde, 47e en 2021. Donc, en 2021, il jouait dans le WHL. Puis ça, je disais, il n'a pas joué beaucoup. Il a joué 6 matchs. Il avait 10 points, incluant 7 buts. Donc, plus qu'un but par match. Puis, tu sais, c'est un joueur qui était aussi extrêmement dynamique avec son patin. C'est tout un patineur, Logan Stankoven. Donc, tu sais, je le vois dans le fond dans la même façon. Puis même ici, on peut voir Logan Stankoven est un joueur de 5 pieds 8 et non un joueur de 5 pieds 7. Et c'est un joueur de 170 livres.
c'est ça. Donc, je trouve juste, dans le fond, qu'il y a trop de risques avec Cameron Schmidt, mais c'est la même chose pour les autres aussi. Puis je pense que dans ces 3 joueurs-là, le meilleur de ces 3 joueurs-là, c'est probablement LG Mooney. Mais il n'a pas eu une bonne année. Dans le fond, son année, encore, je pense, au USNTDP, ça a été moyen, là, avec ses 28 points en 26 matchs. C'est vraiment pas une production que tu veux quand on parle d'un joueur de 5 pieds 7, 150 quelques livres. Là. Mais des 3 joueurs en termes de vision, en termes d'agressivité, le patin, il y a tout pour réussir, mais il a comme pas réussi à tout mettre ça ensemble puis faire quelque chose avec. Au U18, ça a bien été avec ses 11 points en 7 matchs. Si on compare au U18, là, entre lui et Cameron Schmidt, LG Mooney était comme 8 niveaux supérieurs à Cameron Schmidt. Mais durant l'année, la saison, ça n'a pas très, très bien été. Donc, il y a des questions à se poser. C'est juste, il n'y a juste pas beaucoup de probabilité que ces joueurs-là se rendent. Donc, j'en parle parce que c'est des joueurs qui ont un talent première ronde, définitivement, mais pas des joueurs qui vont sortir en première ronde. Je serais quand même relativement surpris. Surtout LG Mooney et Adam Benak, là, je serais très, très, très surpris qu'ils sortent en première ronde. C'est pas impossible pour Cameron Schmidt, mais comme je dis, LG Mooney, selon moi, c'est le meilleur des 3. Puis après ça, Adam Benak, le dernier qui est ici. On va voir ça. 5 pieds 7, 163 livres, donc il y a 6 livres de plus que les autres, du moins selon Elite Prospect. Il est mis en deuxième ronde, pas mal par tout le monde. Ici, dans le fond, ici, 32, 36, donc vraiment pas loin de la première ronde. Un joueur qui a eu quand même une production correcte, là, 59 points en 56 matchs dans la USHL, c'est une bonne production. Au niveau international, 7 points en 4 matchs. Il n'a vraiment pas été aussi dynamique que LG Mooney. LG Mooney, je pense que si tu regardais une équipe, si tu regardais un match de l'équipe américaine, c'était le joueur qui sortait le plus à chaque présence. C'est simple, c'était toujours le joueur qui créait des jeux, qui utilisait son patin. Je pense qu'il a fait un Spinorama goal ou un Spinorama pass, une affaire comme ça. Il a vraiment sorti du lot, tandis que les autres n'ont pas vraiment sorti du lot, mais c'est quand même une très bonne production pour la USHL, 59 points en 56 matchs. Mais c'est quand même... C'est quand même un bon step en arrière d'un joueur comme Riker Lee. Puis Riker Lee, on parle d'un joueur qui est 6 pieds et 180 quelques livres ou 175 livres, une affaire comme ça. Comparativement à un joueur de 5 pieds 7, 163 livres. Donc, c'est pas pareil du tout. Mais c'est ça. Ça, c'est tous les joueurs, dans le fond, que je voulais parler, qui ont tous été à un certain temps dans ma première ronde ou que j'ai considéré pour ma première ronde. À part des 3 petits, dans le fond, Cameron Schmidt, j'ai déjà eu dans ma première ronde, mais les 2 autres, je ne les ai jamais eu dans ma première ronde. C'est juste que c'est des joueurs qui sont, moi, un talent niveau première ronde, donc je voulais en parler, mais définitivement pas des joueurs de première ronde pour moi. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est d'aujourd'hui. Je voulais juste repasser sur les mentions honorables. Plus tard cette semaine, je vais sortir avec un vrai top 32. Donc, on va commencer avec de 32 à 17. Un autre jour cette semaine, je ne sais pas quand ça va être. Ça va dépendre de comment je suis capable de gérer mon temps. C'est pas mal ça, dans le fond. Fait que on se voit dans le prochain. J'espère que vous avez aimé ça. Je ne l'ai pas fait aussi vite que je voulais le faire, mais c'est ça qui arrive. Je suis jamais capable d'arrêter de parler, on dirait des fois. Mais c'est quand même ça qui est ça. Donc, on se voit dans le prochain. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié. Peace.